Bonsoir. Tout ceci n'est que très superficiel. Ça manque de profondeur. On reste en surface. Vous connaissez ces expressions. Au Québec, on dirait c'est donc ben plate. En fait, dans nos expressions quotidiennes, les surfaces sont associées à des notions négatives, à des sujets très ennuyeux et n'ont pas très bonne presse. Donc ce soir, j'aimerais vous parler d'une surface ultime qu'on appelle le graphène et essayer de voir comment elle essaie de tirer son épingle du jeu au milieu de tout ça. Alors de quoi parlons-nous ? Nous parlons d'un matériau à base uniquement d'atomes de carbone, organisé dans un réseau hexagonal, comme des nids d'abeilles. Et ce matériau a une particularité unique, c'est de ne faire qu'un seul atome d'épaisseur. Et toutes ces propriétés vont découler de cette particularité. Et c'est ce qui explique qu'en fait, le graphène, au lieu de ressembler à ces nids d'abeilles, qu'on verra bientôt, ressemble en pratique plutôt à un véritable essaim d'abeilles qui se jettent sur le graphène littéralement, qui sont des abeilles chercheuses, des abeilles industrieuses. Il y a une frénésie complète autour de ce matériau. Tout le monde s'agite et est très excité à l'idée de trouver des nouvelles propriétés qu'on pourrait éventuellement utiliser dans des dispositifs. Alors, vous ne pouvez pas profiter de cette belle image. Je vais essayer de vous expliquer donc avec les mains comment ça se présente le graphène. Donc c'est exactement comme les nids d'abeilles, on imagine des hexagones formés uniquement d'atomes de carbone. Et au départ, ce graphène, c'était une véritable gageure. Des théoriciens avaient prédit qu'une structure planaire monoatomique ne pouvait pas être stable dans des conditions standards. Et que plutôt que de se présenter sous forme d'un feuillet, elle se présenterait sous forme d'une boule de papier repliée sur elle-même pour retrouver une structure 3D qui, elle, serait stable. Mais, comme l'écrivait l'écrivain Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Des chercheurs se sont attelés à ce problème et ont réussi à réaliser ce graphène un peu plissé, mais attention à l'échelle nanométrique, mais stable dans nos conditions. Alors comment ont-ils réussi ça ? Tout commence en 1985, quand des chercheurs ont réussi pour la première fois, avec uniquement des atomes de carbone, à réaliser une molécule qui se replie sur elle-même, avec exactement la même structure qu'un ballon de football. Et cette structure sphérique stabilise la situation de la molécule qui devient stable. À partir de là, pour la première fois, il existe une molécule qui définit un espace clos dans lequel on peut venir piéger des atomes ou des molécules uniques. Et ça leur a valu le prix Nobel. Quelques années plus tard, au début des années 90, la structure, cette fois en nid d'abeille, hexagonale, repliée sur elle-même pour faire un cylindre, a été réalisée. Et cette forme de cylindre stabilise la molécule pour faire un nanotube de carbone. Enfin, le carbone en nid d'abeille bidimensionnel, vous le connaissez, vous en faites l'expérience tous les jours dans vos mines de crayon sous forme de graphite. Cette fois, chaque feuille 2D de carbone sont empilées les unes sur les autres. Et c'est le fait qu'elles interagissent les unes avec les autres qui les stabilise. Cet empilement les stabilise et réalise ce cristal de graphite. Alors comment ces chercheurs qui ont obtenu le prix Nobel en isolant une seule couche de graphène ont réussi à l'extraire de ce cristal de graphite ? Eh bien tout simplement avec un rouleau de scotch. En prenant un morceau de scotch, un petit cristal de graphite, ils sont venus le mettre sur le rouleau de scotch et en arrachant les feuillets les uns après les autres, comme ils sont empilés comme un millefeuille, ils ont réussi à les extraire les uns après les autres, à affiner le matériau jusqu'à obtenir une seule couche atomique qu'ils ont réussi à reporter sur un substrat pour faire des dispositifs, pour montrer les propriétés uniques de ce matériau, et c'est cela qui leur a valu le prix Nobel. Alors très bien. À partir de cela, toutes les propriétés ont découlé. Elles sont très nombreuses, elles sont même trop nombreuses. Vous pourriez le voir, mais je ne vais pas vous les lister parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc ce soir, je voulais insister sur seulement 3 d'entre elles, à savoir que le graphène est transparent, conducteur et flexible. Transparent, conducteur et flexible, vous allez me dire, il n'y a rien de très excitant à tout ça. On en voit plein des matériaux conducteurs ou des matériaux transparents. Qu'est-ce qu'il a de si original ? L'originalité ici vient du fait, et je vous mets au défi d'en trouver beaucoup qui réussissent ce challenge, c'est de réunir les 3 propriétés en un seul et même matériau. Il est conducteur et transparent et flexible. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui y arrive.
Conducteur, il l'est, comme le graphite, parce qu'en fait, un plan 2D de graphène est une véritable patinoire à électrons qui vont pouvoir glisser sur la surface et réaliser ce qu'on appelle une mer d'électrons libres, qui sont capables de transporter le courant électrique. Dans les matériaux conducteurs que vous connaissez, la plupart sont opaques. Ici, le graphène arrive à devenir transparent, car quand un matériau conducteur est affiné et devient suffisamment fin, il n'arrive plus à bloquer toute la lumière. Si vous prenez un disque compact et que vous le mettez devant une source de lumière, vous serez capable de voir le filament de l'ampoule ou la lumière de la bougie ou la diode électroluminescente qui sera placée derrière, comme vous le voyez sur cette merveilleuse image. Et c'est pour cette même raison, alors le graphène, lui, il n'a qu'un atome d'épaisseur. Donc pas question de pouvoir bloquer toute la lumière. Il est transparent exactement à 97,7%. Et c'est pour cette même raison qu'il est aussi flexible. Si vous prenez un matériau et que vous l'affinez, comme du film alimentaire, il n'a plus le volume nécessaire pour résister à la flexion et vous obtenez un matériau très flexible. Donc le graphène est également flexible. Donc avec ces trois propriétés, le graphène a les éléments de base pour faire une belle histoire. À savoir, pour faire une belle histoire, il faut de la matière, des classiques et de l'aventure. Pour ce qui est de la matière, le graphène est un nouveau matériau qu'on est capable maintenant de synthétiser en laboratoire, sans rouleau de scotch. Et ce, jusqu'à des surfaces des mètres carrés, et sur des machines industrielles, même des rotatifs, sur des rouleaux entiers, des centaines de mètres de longueur de rouleau. Mais pour contrôler son épaisseur d'un atome, ça reste très délicat à réussir. La plupart du temps, on obtient ce que vous voyez à gauche, à savoir des petits défauts, des patchs de bicouches et de tricouches qui viennent casser cette uniformité du matériau. Nous avons développé un procédé qui permet de complètement supprimer ces patchs de multicouches et d'avoir un matériau strictement monoatomique sur des grandes surfaces. Et une fois qu'on a ce matériau, on peut le reporter sur un support. Alors les supports qu'on aime bien en général, ce sont ceux qui sont à la base de toutes nos technologies, à savoir les plaques de silicium ou de saphir, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on peut imaginer. Donc on a ici la matière première pour les technologies. Au passage, et ça c'est un point qui est vraiment un rêve pour un physicien, c'est que vous voyez sur cette image que même s'il est monoatomique, ce matériau, quand on le reporte sur une plaque de silicium ou sur du verre, on est capable de le voir à l'œil nu. Pas besoin de microscope ou d'appareils très sophistiqués, on le voit à l'œil nu, comme sur ces photographies. Et ça, c'est assez émouvant de pouvoir imaginer, voir une couche monoatomique. Donc à partir de cette matière première, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par revoir nos classiques. Et le premier classique incontournable, c'est le transistor. Donc, on peut fabriquer des transistors à base de graphène. Vous en avez un ici, et ce jusqu'à des tailles macroscopiques. Attention, le transistor graphène n'a pas les mêmes propriétés que les transistors en silicium qu'on a dans nos ordinateurs. Donc, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Mais puisqu'il est transparent, on va pouvoir aussi imaginer faire des électrodes transparentes. À gauche, vous avez l'image d'une diode bleue électroluminescente sur laquelle on est venu déposer des feuillets de graphène qui permet d'injecter le courant dans la diode pour la faire briller et qui a le bon goût d'être transparent pour laisser sortir la lumière qui vient de la diode. Sinon, s'il était opaque, ce serait complètement impossible d'imaginer faire des écrans tactiles en graphène, comme vous voyez ici à l'écran. On peut aussi revoir un bon vieux classique, cette bonne vieille ampoule à incandescence. Si on remplace le filament de tungstène d'une ampoule à incandescence et qu'on la remplace par des rubans de graphène, en passant un courant dans le graphène, on va pouvoir le chauffer jusqu'à ce qu'il émette de la lumière, et ce suffisamment fort pour réaliser un éclairage, avec en plus la propriété de le faire avec une puissance électrique moindre et une durabilité plus grande que dans le cas de diodes électroluminescentes. Très bien, on est capable de mixer nos standards, mais ça n'est pas assez. Les laboratoires sont pleins de créatifs qui n'ont qu'une envie, c'est de voir jusqu'où on pourrait aller. Et c'est là que revient le couplage de nos trois propriétés. Puisque le graphène est flexible, conducteur et transparent, si on le met sur un polymère flexible et seulement transparent, on va pouvoir avoir un matériau, comme vous le voyez sur ce film, que l'on peut déformer à loisir, mais qui reste conducteur, ici quelques kiloohms. Et donc, avec ce nouveau type de matériau, s'ouvre un nouveau domaine qui commence juste à poindre le bout de son nez, à savoir l'électronique flexible. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'électronique flexible ? Eh bien, par exemple, fini les téléphones portables qui cassent en tombant par terre à cause des électrodes transparentes qui sont friables et cassantes, comme celles qui sont utilisées actuellement. On va pouvoir imaginer des matériaux plus souples, plus résistants au choc et qui vont pouvoir également s'adapter mieux à notre ergonomie, adopter d'autres formes plus adaptées à notre usage quotidien. La question que nous nous sommes posés, c'est
Très bien. Jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir pousser cet effet de flexibilité? Alors, nous avons poussé le vis au laboratoire jusqu'à soumettre le graphène à des substrats particulièrement agressifs, comme celui que vous voyez là, avec des piliers de silicium, donc très fins, très pointus, sur lesquels on est venu déposer une feuille de graphène. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a deux façons de réagir pour le graphène. Si ces piliers sont suffisamment espacés, il va se déformer, suivre le profil et être capable, sans se déchirer, de recouvrir parfaitement la surface des piliers, de la base au sommet, et d'adopter le profil complètement tridimensionnel du substrat qu'on lui propose. A l'inverse, si on rapproche les piliers, et de façon contrôlée, le graphène va commencer à ne plus vouloir épouser la surface et on va pouvoir fabriquer des tentes sur la surface dans des directions contrôlées. Si maintenant on met des piliers très proches, alors le graphène, on va pouvoir le garder complètement plat, suspendu, sur pilotis, et ce sur des surfaces très grandes, complètement déconnecté de son substrat. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à libérer le graphène de son substrat et à avoir une couche monoatomique suspendue, soit sur des pilotis, soit complètement suspendue sur des trous, comme vous voyez ici, où on a réalisé un genre de peau de tambour qui va être capable de se déformer, étanche au gaz et aux molécules. Donc on va pouvoir appliquer des pressions pour la déformer ou des champs électrostatiques et déformer la surface de notre peau de tambour pour des applications à des capteurs très sensibles, pour faire des NEMS ou d'autres types de dispositifs. Arrivé à cette étape de l'exposé, vous commencez à vous dire, ça y est, on va nous vendre encore un matériau super-héros qui va sauver la planète. Non, le graphène n'est pas un super-héros qui va sauver la planète. Ce que j'aimerais pointer du doigt, c'est qu'il est pionnier dans son domaine et qu'il sait jouer collectif. Parce qu'à partir du moment où les chercheurs ont réussi à isoler un feuillet de graphène, pourquoi ne pas faire pareil avec d'autres matériaux en feuillet? C'est ce qui s'est passé. Tout le monde a pris son rouleau de scotch et s'est mis à exfolier tout ce qui passait. Et il y a toute une famille de nouveaux matériaux qu'on appelle les matériaux 2D qui a vu le jour avec des matériaux qui conducteurs, qui isolants, ou alors actifs dans l'UV, dans le visible ou dans l'infrarouge, ou bien supraconducteurs avec une résistance parfaitement nulle. Et à partir de toutes ces possibilités, on peut, comme cela a été proposé dans cet exemple, on peut utiliser chacun de ces matériaux comme une brique Lego et venir les superposer les uns aux autres et refabriquer le matériau feuilleté idéal pour une application donnée. C'est ce qui a été fait ici dans cet exemple de Manchester, où ils sont venus utiliser 3 de ces matériaux pour faire un sandwich de luxe, les uns sur les autres, et réaliser une diode électroluminescente, avec du graphène pour injecter le courant dans la diode et un matériau optiquement actif capable de recombiner les charges électriques et émettre de la lumière. Et ici, vous avez une image de la diode qui est en train de briller sur la droite. Donc, on va pouvoir, à partir de ces dispositifs, imaginer toutes sortes d'applications en empilant ces matériaux 2D. Et on voit dans cet exemple que tout se joue à la surface de ces matériaux. Pourquoi? Tout simplement parce que ces matériaux ne sont que des surfaces. Ce sont des surfaces ultimes qui n'ont pas de volume. Et n'ayant pas de volume, elles sont ouvertes sur le monde et prêtes à interagir avec tout leur environnement. Si l'on contrôle l'environnement, on va pouvoir contrôler ces interactions et jouer un peu plus loin avec des matériaux plus petits que les matériaux 2D. On a commencé avec, par exemple, des neurones. Ici, vous avez un transistor graphène sur lequel on est venu faire pousser des neurones. Il se trouve que le graphène est biocompatible, mais plus que ça, le graphène est très accueillant pour les neurones. C'est-à-dire que les neurones vont préférer pousser sur le graphène plutôt que sur le verre qui est juste à côté. Et donc, on va les laisser pousser, s'installer. Ils sont bien moelleux sur leur transistor graphène. Ils vont commencer leur activité de neurone. L'activité du neurone est une activité électrique. Et le transistor graphène, lui, est sensible à l'activité électrique. Et on a 2 en 1, un support idéal pour faire croître les neurones et qui, en plus, est capable de détecter l'activité de ces mêmes neurones, l'activité électrique. Donc, on va avoir des sondes de l'activité neuronale. Allons plus loin et plus petit. Le graphène s'intéresse aussi à plus petit que lui. Et si cette fois, on décore ce transistor graphène avec des petites molécules, des porphyrines qui sont impliquées dans la photosynthèse dans les plantes, ces molécules sont trop petites pour qu'on puisse facilement les étudier une par une ou les connecter à des électrodes. Mettons-les sur du graphène qui lui est beaucoup plus facile à manipuler. Ces molécules
impliquées dans la photosynthèse sont sensibles à un signal lumineux. Elles vont capter la lumière et être excitées par cette lumière. Cette excitation, en fait, va pouvoir être transmise au graphène sous forme de charge électrique. Et donc, on va pouvoir transférer un signal lumineux en un signal électrique. Et ce qu'on voit, c'est quand on soumet ce système à de la lumière, on a la résistance électrique globale du système qui diminue et qui réaugmente quand on revient dans le noir. Dans le même ordre d'idée, si cette fois on le décore avec des nanoparticules supraconductrices, c'est-à-dire un matériau, ici l'étain, un matériau qui va pouvoir à basse température avoir une résistance strictement nulle et donc aucune perte de chaleur par le courant, eh bien, ce matériau qui n'est pas capable d'être utilisé pour faire un transistor va être couplé au graphène, et ce juste sur des tailles très grandes, et on va pouvoir, juste en appliquant une tension sur le dispositif, passer d'un fonctionnement de transistor de type métallique standard, normal, on dit, à un transistor de type supraconducteur où il n'y aura aucune perte de chaleur à cause du courant électrique. Donc ce qu'on voit dans ces différents exemples, c'est qu'en assemblant ensemble les matériaux, on peut avoir un ensemble qui vaut plus que la somme de ses parties. Et j'aimerais insister sur le fait que le graphène n'est pas une fin en lui. Il a des propriétés certes très intéressantes, mais ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas ce que lui seul est capable de donner, mais plutôt qu'il nous ouvre la voie à réaliser de nouvelles plateformes, des plateformes pour les interactions, comme un échiquier. On va pouvoir placer des objets sur la surface qui vont interagir entre elles et avec le matériau pour réaliser des nouveaux dispositifs avec des propriétés couplées entre elles. Et j'aimerais insister sur le fait que ce mix de matériaux est très important, et notamment en nanosciences, parce qu'en nanosciences, comme dans la vie, la diversité apporte beaucoup de richesse. Je vous remercie.